Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Épisode cette semaine, je veux parler de devenir propriétaire en 2024. L'épisode numéro 68, j'ai parlé de mon plan en 5 étapes. Dans ce plan-là, une des étapes importantes, c'est de devenir propriétaire. Donc là, il y a des gens qui ont écouté ça. J'ai reçu un commentaire d'un auditeur et je trouve que son commentaire est pertinent. Et puis aujourd'hui, je veux répondre à ce commentaire-là. Premièrement, je vous le lis. Le commentaire, c'est « Devenir propriétaire? » Point d'interrogation. Pour un courtier hypothécaire, je comprends que tu prêches pour ta paroisse, mais la vérité est tout autre. Ça aussi, tu devrais en parler honnêtement. Avec le prix des maisons, ce n'est plus du tout la même chose. J'ai atteint mon but beaucoup plus vite en étant locataire. Donc, un auditeur qui a atteint son but, donc qui a cheminé vers l'indépendance financière. Là, c'est dur à savoir où est-ce qu'il est rendu, s'il y a comme plusieurs millions en valeur nette. Et puis, c'est difficile à savoir si c'est quelqu'un qui nécessairement a utilisé peut-être l'immobilier, mais qui est toujours resté locataire sur le côté. Bref, bon, on a quelqu'un qui entend ce que je dis puis qui fait non, ça fonctionne pas, là, devenir propriétaire en 2024. Maintenant, il faut comme juste rester locataire puis investir. OK? Puis c'est pas la seule personne qui dit ça, même que je dirais que c'est le courant de pensée en ce moment, c'est que acheter sa maison, ce n'est pas dans le but donc d'être indépendant financièrement, ce n'est pas dans le but de s'enrichir que les gens font ça, c'est simplement dans le but d'avoir plus de confort. OK? Puis moi, j'arrive avec un plan en 5 étapes pour atteindre l'indépendance financière et puis moi, je vous dis le contraire un peu. Je vous dis que non, devenir propriétaire, ça reste pour moi une étape clé de base pour cheminer vers l'indépendance financière. Donc, je vais parler de ça aujourd'hui. Je vais parler de cet aspect-là, devenir propriétaire en 2024. Je vais commencer par parler du fait de prêcher pour ma paroisse. Pour répondre à ce commentaire-là, oui, j'offre les services de courtage hypothécaire. Je vais aider les premiers acheteurs à devenir propriétaires, à acheter leur première propriété. Donc, dans ce sens-là, oui, je prêche pour ma paroisse, mais en même temps, j'ai la conviction que le plan pour devenir propriétaire, atteindre l'indépendance financière, j'ai la conviction que c'est le bon plan pour quelqu'un qui me ressemble. OK? Ça a été le bon plan pour moi. Puis là, je comprends que moi, j'ai acheté en 2008. Puis est-ce que ça fonctionne encore en 2024? C'est peut-être ça ici. Parce qu'en 2008, oui, les prix des maisons étaient plus bas qu'en 2024. Donc peut-être que ça a marché pour moi, mais que ça ne marchera pas pour la prochaine personne qui commence en 2024. Je pense quand même que cette façon de procéder est toujours valide en 2024. OK, j'ai la forte conviction que c'est vrai, puis je veux aider les gens à le faire. Peut-être que de le faire en 2008, c'était plus facile que maintenant, mais pour plein de raisons, je crois que c'est toujours vrai. Oui, il y a d'autres chemins comme cet auditeur-là qui a décidé de rester locataire, puis qui a atteint son but. Je suis vraiment content pour lui, puis je suis convaincu que c'est possible. Par contre, quand je regarde tous les gens qui atteignent l'indépendance financière, reste qu'encore en 2024, on voit que les gens qui achètent ont une facilité. OK? Il y a plusieurs aspects qui font en sorte que devenir propriétaire nous facilite la vie à cheminer vers l'indépendance financière. Mais c'est quand même possible, oui, d'être locataire puis de bâtir son patrimoine à côté sans avoir de résidence principale. Je vais vraiment comparer quelqu'un qui déciderait de faire ça, là, de faire 10, 20 ans locataire puis de bâtir son patrimoine à côté, je pense que c'est risqué. Je continue là avec mon contenu. Oui, je prêche pour ma paroisse, mais en même temps, mon podcast Indépendance financière hypothèque, je vise les personnes qui veulent devenir propriétaires, qui ont un petit peu l'idée que c'est ce qu'il faut faire. J'ai pas la prétention de vouloir convaincre les gens qui veulent rester locataires de devenir propriétaires. Non, en réalité, là, c'est un choix personnel. J'ai le livre avec moi, Louer ou acheter, qui est sorti l'année passée. Super bon livre là, qui va en détail. Là. Si on se retrouve entre les deux, qu'on n'est pas certain si on doit louer ou acheter, on peut aller lire ce livre-là. Il y a plein de bonnes informations, puis ça va nous donner une meilleure idée. C'est certain que le message du podcast, mon plan, c'est pour aider les gens qui veulent être propriétaires. Puis je pense que ça va les aider financièrement, mais il y a d'autres chemins vers l'indépendance financière. OK, donc là, oui, je prêche pour ma paroisse, mais j'ai la forte conviction que c'est vrai, là.
sais, je dis pas n'importe quoi juste pour faire des hypothèques. Puis en plus, je prêche aussi, je voudrais mettre une note là-dessus, c'est que je prêche d'acheter une maison bien en dessous de notre capacité d'emprunt. J'ai plusieurs mécanismes dans mon processus de pré-approbation, puis je me gêne pas pour le dire là, que le plus petit prêt hypothécaire qu'on va aller chercher, le mieux que c'est en réalité, le plus rapide, ça va être pour cheminer vers l'indépendance financière par la suite. OK, donc là, j'ai plusieurs autres points. La paix financière pour l'indépendance financière. Donc, la raison que devenir propriétaire, c'est important, puis c'est encore important en 2024, c'est que, en partant, moi, la paix financière, c'est la base pour cheminer vers l'indépendance financière. Puis, être locataire, pour moi, j'ai un stress. Moi, ça me stresse juste l'idée d'être locataire, de ne pas être en contrôle, de savoir que mon loyer peut augmenter, de savoir qu'un propriétaire peut reprendre le logement. J'ai comme un stress, je n'ai pas la paix financière. Donc, ça va être difficile pour moi de me concentrer après ça pour aller à la prochaine étape qui va être de réfléchir et devenir riche. J'ai besoin de cette paix-là. C'est le même principe pour la formation. Quand j'étais au cégep, quand j'ai décidé ma carrière, j'ai dit, OK, moi, je veux aller me former. Là. Je veux aller au cégep. Après ça, j'ai dit, je trouve que j'en connais pas assez, puis je pense que je vais avoir une meilleure formation si je vais à l'université. Je suis allé à l'université. J'ai fait 6 ans d'études en informatique dans un domaine que je savais qu'il y allait avoir de la demande. Tu sais, je suis allé pour le côté sécuritaire. Je suis allé pour, OK, je vais avoir du revenu, je vais créer de la valeur, je vais pouvoir gagner ma vie comme il faut grâce à ces 6 années d'études-là. Pour moi, c'est important, ça m'a apporté la paix de savoir qu'il allait toujours avoir de la demande pour les choses que j'avais appris à l'école. Donc, c'est un peu le même principe. Quand il est venu le temps de choisir entre locataire puis propriétaire, je faisais les pour et les contre. Je vais avoir beaucoup plus la paix d'esprit, la paix financière si ma prochaine étape, c'est d'aller acheter ma maison. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là, d'avoir une fondation, puis après ça, vu qu'on n'a pas de stress, on peut penser à d'autres choses, puis là, on peut penser à des choses pas mal plus le fun, on peut penser à comment augmenter nos revenus, comment se lancer en affaires, comment faire plus de revenus, comment créer plus de valeur dans la société pour être rémunéré en conséquence, puis augmenter notre patrimoine, notre valeur nette, puis cheminer vers l'indépendance financière pour qu'un jour, ce patrimoine valeur nette-là va faire nos revenus, hein? Parce que notre travail, c'est une chose, c'est la base, mais éventuellement, on ne veut pas travailler à soir de notre front 9 à 5 puis donner toutes nos heures à un employeur. Non, on veut travailler pour nous, pour en accumuler, puis faire en sorte qu'à un moment donné, on est indépendant. On peut créer de la valeur de la façon que nous, on veut. On est moins dépendant. Donc ça, c'est le chemin que je propose. Donc, la paix financière pour atteindre l'indépendance financière. C'est vraiment la base du plan en 5 étapes que j'ai montré à l'épisode 68. On va aller voir aussi sur frédériclacharité.com/5 étapes. Je détaille ce plan-là. Ensuite, dans les autres avantages là, d'être propriétaire, la fiscalité, on va avoir de l'aide pour les premiers acheteurs, le CELI-App maintenant, ça c'est récent. Quand on dit, OK, oui, mais en 2024, c'est plus difficile parce que le prix est plus élevé, ben là, à partir de 2023, on avait le CELI-App. On a ça qui vient nous aider un petit peu. Puis après ça, on a un crédit d'impôt quand on achète notre première propriété. Tu sais, il y a des choses qui font en sorte que ça nous facilite quand même. Après ça, la fiscalité, l'exemption pour gain en capital sur la résidence principale. Il n'y a pas beaucoup d'endroits dans la loi de l'impôt où est-ce qu'on a ce type d'exemption-là. Ça, c'est vraiment parce que quand on va vendre notre propriété pour en acheter une autre, on va pouvoir la vendre, puis tout le gain en capital va être exempté d'impôt. Si on a ça aussi pour les petites entreprises, si on lance une petite entreprise puis qu'elle se qualifie, on a le droit aussi à une exemption pour gain en capital sur la petite entreprise. Donc ça, c'est un autre endroit, mais tu sais, à la base, tous ces programmes fiscaux-là, j'essaie de suivre le programme du gouvernement parce que tu sais, l'impôt, on s'en sauve pas. Le reste, que c'est un endroit, si on veut devenir indépendant financièrement, il faut un petit peu suivre ce que le gouvernement nous donne comme indication sur ce qu'on doit faire. Puis là, je comprends que le gouvernement, on est contre, mais tu sais, c'est pas pour rien qu'il y a ces avantages-là. Je pense que c'est une bonne idée d'en profiter, pas être rebelle par rapport à ces choses-là. C'est des trucs qui facilitent. Donc oui, on peut aller locataire, mais on n'aura pas accès à ces belles choses-là que le gouvernement offre à ce moment-là, puis bâtir notre patrimoine. Ensuite, c'est que en achetant notre maison, on va viser le moins de dépenses possible. Atteindre l'indépendance, pour moi, c'est on travaille sur 2 fronts. On travaille sur l'attaque, puis on travaille sur la défense. L'attaque, c'est quoi? C'est nos revenus. On va vouloir augmenter nos revenus. La défense, c'est quoi? C'est nos dépenses. On va vouloir garder nos dépenses le plus bas possible. Là, nos dépenses, oui, on va vouloir l'augmenter progressivement dans le temps, mais il y a certaines dépenses, pour moi, quand j'ai commencé à travailler, qui faisaient aucun sens, puis encore aujourd'hui, en 2024. La première, c'est de payer de l'intérêt à un prêteur.
Pourquoi que je paierais de l'intérêt? Pourquoi que j'inclurais ça dans mon budget, payer de l'intérêt à une banque? J'ai aucune valeur de ça. Je veux pas en payer de l'intérêt. Peut-être que de l'intérêt, je vais en payer éventuellement, mais c'est parce que mon investissement qui est lié à cet intérêt-là que je paye sur un prêt va rapporter encore plus. OK, peut-être que dans cette optique-là, puis là, après ça, j'ai même d'autres critères assez conservateurs là, pour aller investir avec de l'emprunt. J'en ai parlé aussi. Mais à la base, là, pas d'intérêt sur des cartes de crédit, pas d'intérêt pour acheter une voiture, pas d'intérêt, parce qu'on va acheter ce qu'on est capable d'accumuler comme montant. Donc, à la base, on élimine cette dépense-là. On élimine aussi la dépense de loyer. OK? Puis ça, c'est un projet long terme. Mais moi, quand j'ai commencé à travailler, puis que j'ai vu que, OK, les loyers, quand même, ça peut être une bonne partie de nos revenus, éventuellement, on élimine ça. Éliminer les coûts pour se nourrir, ça va être un peu plus difficile. Certains coûts qui sont plus difficiles, le coût de loyer, ça, je trouvais que c'était un gros morceau. Puis je me disais, OK, c'est quoi le plan, là? Ben, le plan, c'est d'acheter sa maison, puis ensuite de rembourser notre hypothèque. Puis on se retrouve après ça avec très peu de dépenses. Donc, côté indépendance financière, quand on a juste notre alimentation à payer, nos dépenses de base, puis qu'on fait en plus beaucoup de revenus, hey, là, c'est le fun, là. Il y a de l'argent qui rentre, puis là, soit on augmente notre train de vie, puis on voyage, on en profite, soit on upgrade la maison. Là, on a plein de possibilités quand nos dépenses plates sont mises au minimum, puis que nos revenus sont augmentés. Donc, moi, c'est vraiment dans cette optique-là que je voulais devenir indépendant financièrement. Donc, le plan en 5 étapes encourage à aller vers ça. Il faut se libérer des dettes, acheter notre propriété, accumuler sa mise de fonds, devenir propriétaire. Puis après ça, investir pour l'indépendance financière, augmenter nos revenus. OK. Puis ensuite, ben, l'avantage d'être propriétaire, c'est d'avoir un accès au crédit hypothécaire pour l'investissement. On peut profiter des opportunités rentables, on peut faire du reprenariat, acheter une entreprise. Puis là, peut-être qu'on ne le voit pas quand on commence à travailler, qu'on sort de l'université, mais ces opportunités-là, dans notre carrière, si on garde l'œil ouvert, puis qu'on s'informe, puis qu'on se forme sur les affaires, ça va arriver, là. Il y en a plein des entreprises, puis l'argent, quand on est dans une belle situation financière, puis qu'on a des opportunités comme ça qui se présentent à nous, puis qu'on a l'équité sur notre maison pour peut-être emprunter, puis que ça va revenir rapidement parce que l'opportunité est bonne, ça fait partie, moi, des avantages de devenir propriétaire. Moi, ça a été clé dans mon cheminement, je m'en suis servi. Puis ça, c'est un autre avantage pourquoi que devenir propriétaire, pour moi, est clé en cheminement vers l'indépendance financière, l'effet de levier. OK? Je vous réfère encore, livre, louer ou acheter. Si vous êtes entre les deux, moi je suis pas là pour convaincre là, que devenir propriétaire c'est la meilleure chose. Je pense que ceux qui vont tomber sur le podcast, normalement, je m'attends à ce que ça soit déjà votre idée. Je suis là un peu pour la confirmer, puis peut-être pour donner d'autres idées autour de ça. Je suis là pour peut-être parler que, OK, les dettes de consommation, on va éliminer plus tôt que prévu toutes ces choses-là, que ça va être bénéfique. Puis là, je veux parler de trucs pour acheter en 2024, devenir propriétaire. OK? Qu'est-ce que en 2024, moi, je vois qui va nous aider à devenir propriétaire quand on commence de zéro, OK? Puis qu'on veut justement accumuler, on regarde les propriétés, puis on trouve ça cher. J'ai une liste de trucs, là, tu sais, pour nous aider. C'est rien de magique, là, tu sais, tout ça, là, le plan en 5 étapes, c'est rien de magique, c'est le gros bon sens, OK? Il n'y a pas de recette magique. Si quelqu'un vous en propose une, faites attention. La meilleure façon de s'enrichir rapidement, c'est de le faire lentement. Le gros bon sens. Donc, attention à la gentrification. Donc, moi, une chose, là, en particulier que je vois, certain que là, j'habite à Montréal, le prix de l'immobilier est fou raide. Le prix de l'immobilier, comme moi, j'habite dans Pointe-Saint-Charles, c'est extrêmement cher. Puis, je me dis, OK, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi qu'on doit habiter ici? Qu'est-ce qui fait que, premièrement, qu'est-ce qui fait que le prix de l'immobilier est si cher que ça près du centre-ville? C'est parce qu'il y a des très gros salaires au centre-ville. On est dans un endroit, à Montréal, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent. Ils veulent être près du centre, ils veulent être près de l'action, puis ça coûte cher, ça, être près de l'action, puis avoir le lifestyle de la ville, puis être près du centre-ville, puis pouvoir marcher à son travail, pouvoir marcher puis être dans un quartier cool, près des spectacles puis des commerces, puis ne pas avoir justement à traverser les ponts. Donc, habiter ici, il y a un gros coût. Donc, si on ne fait pas beaucoup de salaire, si on ne fait pas beaucoup de revenus, puis qu'on veut habiter ici, ça va être très difficile de cheminer vers l'indépendance financière. Donc là, le truc pour acheter en 2024, c'est
OK, on va réfléchir, c'est quoi qu'on veut dans notre vie? Est-ce que c'est atteindre l'indépendance financière puis avoir le contrôle de notre vie puis éventuellement ne pas dépendre d'un employeur? Ou c'est de vivre le lifestyle? Ben, t'es mieux, si tu veux vivre le lifestyle quand t'es jeune, t'es mieux de faire un méchant revenu, là, tu sais. Parce que pour cheminer vers l'indépendance financière, il faut dégager une bonne épargne. Mais si t'as pas d'espace parce que l'endroit où t'habites, ça coûte tellement cher puis ça bouffe tout ton revenu, ben oui, c'est certain que tu n'en as plus de marge de manœuvre. Donc, acheter une maison, si on veut l'acheter dans le quartier cool, dans le quartier qu'on se dit, OK, on va habiter là toute notre vie, ça marche pas. Parce que les beaux quartiers, les grosses maisons, peut-être qu'on n'est pas encore rendu là si on est au début pour acheter notre première propriété. Donc là, il faut y aller un peu peut-être en géo-arbitrage. On va aller voir c'est où qu'on peut aller habiter, mais qui respecte un peu nos revenus, qui respecte nos moyens. Il faut être réaliste avec où est-ce qu'on est rendu. T'sais, on sort de l'université, c'est normal là, qu'on ne fasse pas 300 000 $ par année. Peut-être qu'on va pouvoir y habiter où est-ce qu'on veut habiter en ce moment, mais qu'on n'est pas tout à fait rendu là. OK, donc le géo-arbitrage. Aujourd'hui, le travail à distance fait en sorte qu'il y a peut-être des possibilités d'aller habiter à des endroits, vous savez, aux États-Unis, ça se fait, les gens quittent la Californie, s'en vont dans les États du centre, où est-ce que ça coûte beaucoup moins cher. Beaucoup ont déménagé en Floride. Au Québec, on pourrait dire, ben peut-être qu'à Montréal, oui, c'est plus cher, peut-être que je peux m'éloigner un peu. Faut voir. Après ça, c'est certain que c'est des questions de préférence, puis de peut-être qu'on n'a pas le choix. On veut rester près de notre famille, on veut rester près de notre travail. Bon, regardez, rendu là, le livre loué ou acheté, mais quand même, il faut essayer d'optimiser cette chose-là. Essayer de peut-être s'éloigner jusqu'à où ça fait du sens pour nous, d'y réfléchir un peu pour avoir un endroit où acheter où est-ce que c'est pas trop cher, ça correspond à notre revenu. Si on fait 60 000 par année puis qu'on veut habiter dans Pointe-Saint-Charles, ça va être difficile de s'acheter un condo. Parce que les condos, ça va être 400, 500 000, ça ne marchera pas. Donc là, j'arrête géo-arbitrage, savoir où acheter. Ça, je pense que c'est un gros point que je vois. Il y a des quartiers résidentiels en développement, peut-être ailleurs. Essayez peut-être de faire un sacrifice de ce côté-là pour justement plus tard cheminer vers l'indépendance financière. OK, y aller avec nos besoins de base versus nos besoins de luxe. Acheter une maison, on a souvent dans l'esprit que je veux acheter ma maison, c'est pour le long terme. Oui, c'est pour le long terme, parce qu'on n'achète pas une maison pour 1 an, 2 ans. On va l'acheter pour minimum 3, 4, 5 ans. Parce que, ben oui, il y a des frais. Il y a des frais à l'achat, les taxes de mutation, les frais de courtier immobilier quand on va revendre. Donc, on ne veut pas faire ça à chaque année, acheter une maison. Par contre, on ne va pas se dire que ça va être notre maison où on va habiter pour toujours. Parce que là, on va vouloir avoir la plus belle maison. C'est certain qu'on va peut-être payer trop cher pour notre maison. On va y aller avec nos besoins de base en se disant que dans 5 ans, notre situation va évoluer. Puis peut-être qu'on pourra à ce moment-là upgrader. Puis on sous-estime souvent la quantité de changements qui peut survenir à l'intérieur de 5 ans. On va acheter une maison selon nos besoins actuels, qui va nous laisser de l'espace dans notre budget. Nos besoins de luxe, on va les retarder. Si on n'a pas encore atteint nos objectifs financiers, notre indépendance financière, nos besoins de luxe, on va les choisir. Peut-être que c'est pas notre maison à ce moment-là. On va éviter de penser que la maison qu'on achète, c'est notre maison pour toujours. Donc ça, c'est un autre truc que je donnerais aux premiers acheteurs. Donc, on embarque sur l'échelle, on embarque sur la première marche de l'échelle de la propriété. De cette façon-là, on est protégé parce que quand on va vouloir atteindre la deuxième marche, c'est-à-dire vendre puis acheter notre deuxième propriété, on va déjà être sur l'échelle. Donc, notre propriété va avoir gagné en valeur, puis on va pouvoir vendre, puis upgrader comme ça. Puis on peut faire ça 2, 3 fois, 4 fois dans notre vie si nécessaire, mais on va éviter d'aller se prendre à la gorge en partant, puis d'aller au maximum de notre capacité d'emprunt avec notre première propriété. Donc ça, je dirais, deuxième gros truc. Le premier truc, géo-arbitrage. Regardez, OK, c'est où qu'on va aller? Deuxième, c'est on va limiter la durée de temps qu'on va habiter dans cette maison-là. On va limiter ça à 5 ans, puis on verra après ça qu'est-ce qu'on fait. T'sais, moi, c'est ce que j'ai fait. T'sais, j'ai acheté mon condo, une chambre. Je me suis donné 5 ans comme horizon. Puis finalement, je suis resté là 12 ans. Bon, c'est ça, là, la vie a fait ça. Mais en 12 ans, comme ça a doublé de valeur. Puis ben, je m'en suis servi pour acheter la deuxième propriété par la suite. Puis là, ben, ma situation financière avait évolué beaucoup pendant ce temps-là. Puis j'ai rajouté 200 000 de plus que la valeur du premier condo que j'ai acheté. Puis j'ai acheté la deuxième maison 600 000 cash. Parce que là, tout était payé rendu là. C'est le plan
plan que je propose là, dans le plan en 5 étapes pour atteindre l'indépendance financière. Ensuite, l'autre truc pour acheter en 2024, acheter en couple. Puis là, en couple, on va essayer de trouver un partenaire, puis de s'entendre sur notre plan financier. Il ne faut pas avoir peur là, de parler de finances, là, surtout quand on s'en va en couple. On choisit un partenaire, on va peut-être se marier, c'est ce qui est l'idéal, puis si on se marie, on est mieux de s'entendre sur le plan futur, la façon qu'on va utiliser l'endettement, puis ce qu'on vise comme style de vie, train de vie. C'est certain, avoir une vie axée sur la famille, puis avoir un partenaire avec lequel on s'entend sur notre plan futur, sur le plan financier, sur ces questions-là importantes. L'utilisation de l'endettement, où est-ce qu'on va habiter, ça va être quel type de maison, quel type de train de vie, de lifestyle qu'on va avoir. Si on est seul, c'est plus difficile d'acheter. Si on est deux, on partage les dépenses. On va cheminer plus rapidement à deux vers l'indépendance financière parce qu'on partage les dépenses. Puis seul, c'est difficile. Seul, c'est plus difficile d'avancer comme ça. Puis j'ajouterais là-dedans une vie axée sur la famille. Ça aussi, ça va nous centrer sur une fondation, devenir propriétaire, ça fait peut-être plus de sens. Si on est célibataire, oui, effectivement, peut-être qu'être locataire, c'est mieux. C'est certain que le plan en 5 étapes, je m'adresse aux gens qui vont être en couple puis qui vont être axés sur la famille. Mais c'est pas essentiel là, pour partir sur le plan si on est célibataire. Moi, je l'ai fait, j'étais célibataire en réalité en 2008. Je l'ai fait un peu différemment, mais c'est certain que le plan en 5 étapes, acheter, ça fonctionne encore mieux quand on est en couple, puis qu'on s'entend dès le départ sur notre train de vie, sur les questions financières avec notre partenaire. Parce que là, si on évite ces choses-là, puis qu'on est gêné de se parler, puis qu'on voit que comme une personne qui, elle, veut vivre le gros train de vie, puis l'autre personne qui est « Ah, ben là, non, on devrait comme en mettre de côté », ça ne marchera pas. Les questions d'argent, c'est une des raisons principales pourquoi que les gens se séparent. Donc, c'est mieux de s'en parler tôt dans le processus, c'est mieux de s'en parler avant d'acheter ensemble, c'est mieux de se marier, limite, là, avant d'acheter ensemble. Ben là, les gens ne font plus ça, là, mais c'est au moins mieux de s'entendre, que ce soit juste, là, que les deux partenaires dans l'équation se sentent protégés. Parfois, il va y avoir une des deux personnes qui va avoir les revenus, peut-être l'autre personne va rester à la maison, malgré que c'est moins le cas. En 2024, on est moins dans cette dynamique-là, mais ça se peut là, qu'il y ait une des deux personnes dans le couple qui va ramener plus de revenus. Ben, il faut que ce soit juste, il faut que les deux soient en sécurité. Il faut, d'après moi, qu'il y ait une belle entente. Là, puis ben, le mariage, ça sert un peu à ça, hein, pour qu'on avance comme un bloc ensemble vers le futur, qu'on a des objectifs communs, financiers et autres, familiales. Donc ça, je pense que c'est un autre truc là, pour acheter en 2024, c'est d'être rendu un peu là, puis de viser un peu ça comme style de vie. OK? Ensuite, ben, l'autre truc pour acheter en 2024, les tests d'indépendance financière, mon calculateur, le plan en 5 étapes. Écoutez ce contenu-là. Les tests d'indépendance financière pour la préapprobation, si on est rendu à ce stade-là, ça va aider. On va aller bien en dessous de notre capacité d'emprunt. Je peux vous partager mon calculateur. J'ai une page sur mon site web, frédériclacharité.com/calculateur. Vous pouvez le télécharger à partir de là. En fait, il y a un petit formulaire, puis je vais vous l'envoyer par courriel. Ça, c'est un autre truc pour acheter en 2024. L'aide des parents. Si on a une vie qui est axée sur la famille, on prend des sages décisions financières, puis qu'on veut cheminer vers l'indépendance financière, ça se peut que nos parents qui nous aiment veuillent participer à ça. Peut-être que nos parents sont rendus un peu plus loin, eux autres, dans leur cheminement. Peut-être qu'ils ont fait des erreurs dans le passé, puis ils veulent pas que vous fassiez les mêmes erreurs dans le futur. S'ils voient que votre plan fait du sens, puis que vous voulez aller vers la paix financière, puis l'indépendance financière, les parents vont aider, mettre une partie de la mise de fonds. Puis là, je dis tout le temps à ce moment-là, oui, les parents, on va aider, on va mettre une partie de la mise de fonds, mais on va s'assurer que l'enfant va épargner, va travailler son muscle d'épargne. Il ne va pas mettre toute la mise de fonds pour l'enfant, parce que là, à ce moment-là, le danger, c'est que l'enfant, on a une maison, puis on n'a pas travaillé pour, puis on n'a pas travaillé son muscle d'épargne, c'est-à-dire générer plus de revenus que ce qu'on dépense, puis là, on est en danger, après ça, d'avoir une maison, de se retrouver dans l'endettement, puis le métro boulot dodo, si on n'a pas nos dépenses en contrôle. Ça, c'est l'autre truc, être des parents. L'autre
prochain truc, la patience. Si on n'est pas rendu encore à acheter, si on est endetté, on suit le plan, les 5 étapes, on se libère des dettes, les prêts étudiants, les prêts voitures, on enlève tout ça, on va chercher notre fonds d'urgence, on va chercher notre mise de fonds pour acheter la maison, la patience. Si c'est pas maintenant qu'on peut acheter, peut-être c'est l'année prochaine, peut-être c'est l'autre année d'après, mais en bout de ligne, augmenter son taux d'épargne, augmenter ses revenus, mener une vie où on met l'emphase sur la production de valeur, la génération de revenus, où est-ce qu'on réfléchit pour devenir riche, au lieu de mener une vie où est-ce que la majorité de notre temps mental est passé à OK, c'est quoi l'activité qu'on va faire, c'est quoi le plaisir que je vais aller chercher, c'est quoi les vacances que je vais faire, où est-ce qu'on passe nos temps libres en dehors de notre travail, une vie où est-ce qu'on met l'emphase sur la production de valeur. Puis oui, augmenter son train de vie, oui, avoir des activités, ça va être notre récompense, mais mettre un petit peu de l'emphase sur notre plan financier, augmenter ses revenus. Donc ça serait le dernier aspect, là, la patience, puis mettre ça sur papier, faire un budget, mettre un peu de temps sur nos finances personnelles, se faire un plan pour voir c'est quoi notre taux d'épargne, ça va être quoi notre plan pour augmenter nos revenus dans le futur. Donc tout ça va faire en sorte que ça va nous aider à acheter en 2024 puis à cheminer vers l'indépendance financière. Donc c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que j'ai bien répondu aux commentaires de cet auditeur qui me dit devenir propriétaire pour un courtier hypothécaire. Je comprends que tu prêches pour ta paroisse, mais la vérité est tout autre. Peut-être, oui, vous pouvez rester locataire puis bâtir votre patrimoine en étant locataire. Moi, c'est pas la recette que je propose, c'est pas la recette que j'ai suivie, puis je pourrais pas tant que ça vous aider avec ce cheminement-là. Donc, c'est correct si on veut suivre ce chemin-là, mais peut-être que mon podcast, à ce moment-là, va pas connecter avec vous. Mais si on veut aller devenir propriétaire, à ce moment-là, je vais continuer à créer du contenu pour vous, puis à être là si on a des questions, puis si on veut de l'aide à cheminer dans ce plan-là. Sur ce, je vous souhaite un bon cheminement vers l'indépendance financière. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacherté, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com. C'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacherté.com. Téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.